Il m'arrivait de faire une tournée et de tomber carrément dans les pommes parce que l'épuisement, et puis les copains me disaient, tiens, t'es tombé dans les pommes tel jour dans la tournée. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu marcher ensemble, quoi. Je suis sûr que j'aurais été suffisamment stupide pour tout briser, pour tout mettre en miettes. Plus avoir de champagne, plus avoir de cigarettes, vous ne pouvez pas savoir ce que mon cerveau était heureux. Mais il y avait que lui qui était heureux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Daniel Guichard, oui. Donc vous avez disparu des médias depuis, des grands médias, on va dire, depuis une dizaine d'années. Est-ce que la Terre n'a pas continué de tourner ? Exactement. On vous a retrouvé. Finalement, vous êtes dans une vie un peu pépère, mais gentiment non, pépère. C'est pas pépère, c'est normal. C'est une existence normale. Quand j'ai commencé à faire le chanteur, j'étais inconnu. C'est joli faire le chanteur. Bah ouais. Ça se dit plus. Je sais pas, moi je fais le chanteur, donc je fais père de famille, ça dépend des moments. Mais au départ, j'étais inconnu, donc pour se faire connaître, on faisait beaucoup d'émissions de radio, de télévision, de presse. Et puis quand on arrive à un certain niveau de notoriété et qu'on n'a rien à vendre, entre guillemets, c'est pas nécessaire d'encombrer les plateaux. Et vous, justement, ça ne vous a pas du tout manqué après une grande médiatisation, parce que Daniel Guichard... Ça a duré 20 ans, la grande médiatisation. Oui, c'est ce que j'ai dit il y a très longtemps. Oui. Un énorme succès. Ça et puis à un moment donné, plus rien. Est-ce que ça vous a manqué ? Ou vous vous êtes dit non? C'est-à-dire, je m'imagine pas annonnant régulièrement tous les 15 jours des chansons que le public qui m'aime aime et que j'aime chanter, mais il y a de la place pour les autres. Donc pour l'instant, place aux autres. Et puis quand j'aurai quelque chose à faire à la télévision ou dans la presse, eh bien j'irai sans gêne et sans honte parce que j'ai joué le jeu avec les gens qui font les médias chaque fois qu'on a eu besoin de moi, chaque fois que j'ai eu besoin d'eux, et c'est un échange de mon procédé. Est-ce que parfois vous avez eu le sentiment, vous, d'être allé trop loin, d'avoir donné de votre vie privée pour, à un moment donné, avoir certains papiers, certaines émissions? Non, ça a toujours été très cadré? Non, c'est-à-dire que j'ai pas trop dérapé. Et les copains que j'avais dans les différents journaux populaires, puisque le journal du lundi n'existait pas, mais il y avait le journal du mercredi et du vendredi, c'est vrai qu'il est arrivé qu'on recompose certaines photos d'événements qui m'étaient arrivés. Vous êtes énervé? Vous avez fait procès, vous? Non, mais parce que je vous dis comment ça se passait. Il m'arrivait de faire une tournée et de tomber carrément dans les pommes parce que l'épuisement. Et puis les copains me disaient, tiens, t'es tombé dans les pommes tel jour dans la tournée. C'est vrai, est-ce qu'on peut faire une photo? Ok, alors je tombe dans les pommes. Mais j'inventais pas une histoire, ça m'était arrivé 8 jours plus tôt. C'était une reconstitution, c'est ça que vous êtes à en la train de dire? télévision, on fait ça pour les héros, pour des choses comme ça. Justement, ça provoque débat. Est-ce que ça vous surprend? La vie privée, attendez, Oui. un artiste, au fond, qu'est-ce qu'il fait d'autre que se donner ses tripes, de donner sa sensibilité, donner ce qu'il y a de plus profond, de plus secret en lui? Déjà, lui, quand il chantait Mon Vieux, je ne sais pas si c'est vraiment son père ou pas, mais tout le monde l'a pris comme ça, et donc il parlait de sa famille, il parlait de sa vie privée d'une certaine manière. Donc ça a quelque chose d'un peu de dérisoire, dire on vous a vu en photo, etc. Et alors? La reconstitution. Et alors, je vous dis pas, attendez, répondez-moi, l'équipe qui chante, dès lors qu'ils chantent en se dandinant. Non, mais la reconstitution vous gêne ou pas? La reconstitution vous gêne ou pas? C'est bidon. Un peu. Oui, mais je voudrais juste relativiser l'histoire de la reconstitution, on ne va pas y revenir, et considérer que c'est quand même un petit peu dérisoire, parce que à longueur de journée, on reconstitue sans arrêt. Quand vous voyez les hommes politiques qui se sont serrés la main et qui sur le perron la refont 12 fois pour les photographes, ils reconstituent. Quand il y a un grand événement qui a été traité par les agences de presse et qu'on les revoit 3 jours plus tard pour remettre en forme et formater l'événement, on reconstitue. Ce qui est très important, c'est que inventer quelque chose qui n'est pas vrai, tricher et mentir, là, c'est pas sérieux par rapport aux gens qui vous aiment parce qu'ils s'inquiètent. Et puis il y a des règles qu'il ne faut pas transgresser. On peut pas dire je suis un père fidèle, j'ai des enfants, c'est tout mon univers, et passer son temps à culbuter toutes les jeunes filles qui passent dans tous les hôtels du secteur. Donc parce que ça, c'est pas raisonnable. Il faut être cohérent dans mais dans l'inverse, c'est plus facile à faire. Mais lorsque quelque chose est une information qui est arrivée, qu'on la reconstitue, chose que je ne referai plus parce que ça n'a pas intérêt, mais il y a 25 ans, c'était marrant parce qu'on refaisait des choses qui étaient simplement un écho d'informations dans la presse régionale, on le reconstituait. Oui. C'est pas très important, ça. Je pense pas que ça soit important. Par rapport aux gens qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ils s'en foutent, et c'est du papier, le lendemain, on n'en parle plus. En même temps, je dis ça parce que c'est ma réaction spontanée, mais je disais... Mais être sur scène, c'est reconstituer. Est-ce que la reconstitution vous gêne, Claude Lelouch, vous? J'en ai fait mon métier. Oui, c'est pour ça que... Mais dans ce cas-là... Non, dans ce cas-là, ça me gêne un tout petit peu. Ça me gêne un tout petit peu parce que c'est vrai que j'adore les parfums de vérité et que c'est... Même quand je tourne une reconstitution
dans une fiction et que je tourne avec des comédiens, ce que je leur demande à un moment donné, c'est plus leur savoir-faire, c'est leur vécu. C'est-à-dire ce que j'aime chez un comédien, c'est ce qu'il véhicule avec lui-même. La première fois qu'il est venu dans mon bureau, c'était Reichenbach qui me dit, écoute, j'ai découvert un mec extraordinaire. Et pendant 3 jours, il m'a téléphoné, il m'a poursuivi pour me le faire écouter. Et un soir, tu as débarqué comme ça, je me rappelle, au film 13, on avait les larmes aux yeux avec François. Pourquoi? Parce qu'il se dégageait de ce qu'il nous faisait, pas un numéro, rien du tout. Des parfums de vérité. Et ça c'est la balle qui tue à chaque fois. J'étais tout petit à l'époque, oui, avec Claude Lelouch et François Reichenbach, et c'était il y a presque 30 ans, ça. Enfin, il y a pas loin de 30 ans, oui. Vous êtes toujours retrouvé dans l'image qu'on a donnée de vous, où il y avait une distorsion? Non, il n'y en a pas eu, en fait. Il n'y en a pas eu. Et quand ça commençait à déraper, j'ai appelé les gars en disant, attention, là, c'est pas sérieux, quoi. Paul Lederman, en tant que producteur, est-ce que vous donneriez aujourd'hui les mêmes conseils aux artistes que vous... Oui, parce que je veux savoir artistiquement qu'est-ce qu'il veut amener, ce qu'il veut faire. Et puis, savoir... Il y a des gens qui voudront bien mettre leur vie privée en avant, et d'autres pas du tout. Donc ça correspond Mais vous les vraiment... laissez... Ils choisissent. Ah bien oui. Vous ne donnez pas de conseils. Non. Chacun non, fait ce qu'il a envie de Chacun a faire. le droit d'avoir sa propre vie. Donc, à Et partir de s'exposer comme il l'entend. Absolument. Christine, Daniel Guichard, alors on dirait que vous faites un concours, vous, si je puis dire, avec la famille Douillet. Vous êtes en tête autour de cette table. Vous, pas moins de 7 enfants à vous deux. Et une union qui a connu, alors qu'est-ce que je vais dire, des intempéries, des soubresauts. Qu'est-ce que vous diriez? Ça déménage régulièrement. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, des jours où la vie extérieure est pas simple. Ouais. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Si aujourd'hui ça fonctionne, c'est que après ce qui s'est passé, les années qui sont passées, ça devrait encore s'améliorer, oui. On va faire comme le pinard, que je bois plus, mais on va faire comme le pinard, on va encore s'améliorer année après année. Rendez-vous dans quelques années, alors. Elle me regarde en disant, mais qu'est-ce qui parle bien? Mais non. Mais non, elle était terrorisée. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il pense? Qu'est-ce que vous en savez? Si ça se trouve, elle est en train de penser, mais qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Mais ça, elle le dit aussi. Alors, attendez, on va lui demander. Et vous elle le dit aussi, elle le pense Daniel, aussi. vous la laissez parler. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce qu'il est en train de dire? Il dit pas toujours des choses justes. Je sais pas si on va pas s'ennuyer à la retraite, finalement. Ah voilà. Je vais peut-être pas m'arrêter tout de suite. Comment vous arrivez quand même à mener et des carrières professionnelles et une famille, vous, je disais, de 7 enfants? Parce que, alors vous travaillez pas du tout ensemble comme eux deux, mais... Un petit peu. Petit peu. Oui, un petit peu. Mais maintenant, oui, maintenant, elle a des périodes. Oui, d'accord. Mais enfin, vous êtes hôtesse de l'air. Ou quand même, vous êtes souvent absent. Sur long courrier. Souvent Ah oui, c'est vrai que ça mérite d'être précisé. Oui. C'est toute une organisation. Vous partez quand même souvent. Quand je fais chanteur. Vous faites chanteur. Vous êtes souvent je me suis calmé quand même. Oui. Depuis les années 70-80. Oui, là, c'était une période de folie. C'est vrai que il y a 20 ans, on n'aurait pas pu marcher ensemble, quoi. Je suis sûr que j'aurais été suffisamment stupide pour tout briser, pour tout mettre en miettes. Et puis l'activité était telle que j'aurais jamais pu faire passer la vie de famille, Christine, les enfants, avant le reste. Quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez au sommet de votre gloire. J'aime pas le terme, mais enfin, je faisais chanteur et j'étais entre Karachi et Pékin, et elle était hôtesse entre Karachi et Pékin. Et c'est drôle, c'était le même avion. Et je consommais beaucoup de champagne à l'époque. Donc il m'appelait souvent, c'est vrai. Oui, beaucoup. Ah, je lui ai vidé sa réserve. Parce que j'étais vraiment naze quand même il y a 20 ans. Je me suis un peu amélioré. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? La perle rare dans la personne de Christine? Déjà, pour être à côté de moi et me supporter aussi longtemps, elle est hors norme. C'est beau de renouveler ses vœux, c'est rare. En fait, c'est un second mariage et un troisième en perspective, c'est ça? Oui, on va essayer de refaire ça à Pékin. Parce qu'en fait, on s'est vraiment connus à Pékin. Ouais. C'est pour célébrer cette rencontre? Non, parce que je trouve ça marrant. Se marier, c'est marrant. Ouais. Et puis, comme on sait qu'on en a quand même pris quelques coups sur la tête et que ça s'est pas trop mal passé, ça s'est pas trop mal résolu, on peut recommencer. Puis on invite tes copains et on rigole. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pour la fête. Mais c'est aussi pour sceller votre union, c'est par rapport à vous, aux enfants. Les deux. Ouais. Alors Ça, moi, ce qui m'amuse quand je vous entends l'un et l'autre, c'est que vous n'étiez vraiment pas le partenaire idéal. Quand on est chanteur, Daniel, qu'on a déjà pas mal d'expérience, a priori, on ne va pas chercher une hôtesse de l'air, et en plus sur les longs courriers, comme femme pour s'occuper de ses enfants. Et quand on est hôtesse de l'air, prendre un chanteur
qui est sur les routes, qui a plein succès, les femmes hystériques autour de lui. Elles sont calmées quand même. Elles se sont calmées. Dommage pour vous. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Si on voulait rester dans le moule de l'hôtesse de l'air et du chanteur de variété qui chante et qui pétille, effectivement, c'était pas idéal. Non. Mais est-ce que les choses qui sont importantes ou qui se révèlent importantes, c'est pas autre chose? Moi, il y a Comme plein de quoi choses que je considère comme un peu dérisoires ou un peu superficielles, qui étaient sympas il y a 30 ans. Et Lesquelles le fait d'être connu dans la rue, le fait d'avoir plein de sous, le fait de courir partout, on a envie que les autres vous admirent, vous reconnaissent. On a ça, puis après on se dit c'est peut-être pas nécessaire d'être aussi important, et puis on se dit aussi peut-être que c'est pas nécessaire de donner aux autres autant. Parce que donner aux autres, souvent, ça coûte les gens qu'on aime, parce qu'on les a un peu négligés, ou parce qu'on les a fait passer après, parce qu'on se disait demain j'aurai le temps, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps. Dans le fond, vous avez eu de la chance de le rencontrer au moment où il commençait un tout petit peu à, qu'est-ce qu'on va dire, un peu décrocher. Non, mais j'ai levé le pied parce que j'ai payé trop cher ce que je voulais avoir. D'ailleurs, vous avez dit, il m'a fallu le temps, mais je sais maintenant qu'on ne rachète pas les premiers pas d'un enfant avec des milliards. Ah oui. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que lorsque vous avez un enfant qui fait ses premiers pas et que vous arrivez le lendemain, c'est trop tard. Quand vous avez un enfant qui dit « Papa, je t'aime » ou « Je t'aime » ou « Bonjour », si vous n'étiez pas là ce jour-là, ça ne valait pas le coup. Et puis, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Ça vaut rien, ces choses-là. Mais c'est tellement rare que c'est chouette d'être là, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait au niveau du sentiment amoureux et de ce que ça dégageait, comme si on n'aimait pas l'autre pour la star, mais justement pour la faille. Et finalement, on n'aime pas l'autre pour sa beauté, mais pour justement sa faiblesse. Tu devrais faire psychanalyse, mais tu t'es gouré. Non, je sais pas, je veux savoir. Non, tu te poses trop de questions, je crois. Bon, d'accord. Moi, je serais toi, tu regardes bien la caméra et tu dis quand vous voulez. Et tu vas voir, ça va dégringoler. Et ça vient tout seul? Tout seul, je sais pas. C'est quand vous voulez, Mireille. Non, c'est pas moi, c'est la caméra. Vous trompez, c'est à la caméra qu'il faut le dire. Eh ben, écoute, c'est quand vous voulez. Hein. Donc, c'est aux femmes en général dont vous parlez. Oui, mais vous adressez aux femmes. C'est ça, mais je crois que David Douillet, c'est le personnage préféré des Français. Oui. Voilà, moi, j'aimerais bien être le personnage préféré des Françaises. Ça serait sympa. En tout cas, les failles de Daniel, à savoir quand même, on va dire, son penchant pour le champagne et le whisky, hein, c'est ça? Ouais. Vous dites, Christine, ma plus grande victoire, ça a été qu'il arrête de boire. Oui, parce que c'était pesant quelque part. L'alcool, la cigarette, quand ça prend une importance aussi grande, c'est... Je comprends Mylène qui disait que c'est le véritable ennemi dans le couple. Hein. Ça aurait pu devenir dangereux, oui. Là, j'aurais peut-être pas... Comment vous avez fait pour qu'il arrête? Il s'est arrêté par sa seule volonté. Hein. Non, mais je crois que il y avait eu un changement de vie, et la vie, quand elle change, il faut que les habitudes ou les mauvaises changent. Puis c'est vrai que je buvais comme un cosaque, donc je tombais pas facilement. C'était ça qui était vicieux. Ça se voyait pas, oui. C'est chez moi, c'est-à-dire que quand on se met la tête à l'envers et qu'on se met minable très vite, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je buvais beaucoup, je fumais énormément. C'est-à-dire combien? Oh là là, ça pouvait être plusieurs bouteilles de champagne par jour et 4 paquets de gitane tous les jours, sans faire de pub pour la CETA, parce que je touche plus aux cigarettes depuis la même époque. Maintenant, ça fait 18 ans, hein, vous n'avez un peu plus, oui, 19. Un peu plus, 19. Complètement abstinent en tout. J'ai arrêté, oui. Il faut même pas me dire que je fumerai un jour une cigarette ou que je boirai. Il vaut mieux pas que je m'approche, quoi. C'est tout, c'est pas un truc pour moi. Oui. Il faut... Je me rattrape sur les galipettes. L'histoire d'amour qu'on vit depuis tellement longtemps, c'est que chaque jour, c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'aussi, j'aurais beaucoup de mal à redevenir ce que j'étais avant. J'éprouverais aucun plaisir à l'être. Christine, les enfants, c'est quand même des choses prioritaires dans mon existence. Les gros sujets de dispute, qu'est-ce que sans rentrer dans votre intimité, les mômes. mais Attendez, les vous rigolez, c'est d'abord les mômes parce que ça prend de la place, parce que c'est vrai qu'au bout de 17-18 ans, on a fini par trouver une espèce de modus vivendi sur la façon d'élever les enfants, sur des choix, mais souvent ça dégageait quand même. Et puis il y a des moments, il y a un pétage de plomb, donc je me tire, je vais à l'hôtel à côté et je reviens 2 jours, 3 jours, 8 jours plus tard. Et Christine, vous, ça vous est arrivé de partir aussi comme ça? Non. Elle est normale, elle est normale. Non, je suis pas explosive comme ça. Christine, le sentiment d'être plus parent que mari et femme à un moment donné, de toute façon, on voit bien quand ça s'inverse, vous partez, vous.
Ah oui, oui, si je m'occupe trop des enfants, oui, oui. c'est vrai que je manque de temps pour Daniel, ça c'est... Mais est-ce que Daniel Guichard est un bon père? Oui. Pour vous donner un exemple tout bête, entre par exemple préparer une émission de télévision ou préparer un spectacle à l'Olympia et le vélo de Joël, par exemple mon fils qui a 12 ans, qui est naze, je vais m'occuper de son vélo plutôt que de préparer l'Olympia. Parce que pour moi, ça sera plus important qu'il soit heureux avec son vélo que de faire quelque chose qui est bien, mais bon... Alors, je voulais vous demander, justement, puisque vous êtes en concert à l'Olympia, et on va venir vous voir, hein, tous ensemble, Ouais. est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas de vélo à réparer? Je sais pas. Vous m'avez cherché, hein? Non, mais je sais pas. Mais j'aurais été capable, à la limite, de ramener le vélo pour le réparer dans les coulisses. Ah ouais. C'est joli. Ouais. À quel âge vous avez bu votre premier verre? En quelles circonstances? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, Daniel Guichard, en premier. Je sais pas. Mais Non. s'il fallait dire le premier verre de vin, je pense que c'était dans les années 60. On buvait avec les copains des petits ballons de vin rouge avec de la grenadine et on appelait ça un rouge Beatles. Je devais avoir 14-15 ans, mais c'était pas une grande passion le vin rouge. Le reste non plus d'ailleurs. Ça l'est devenu après? Non, c'est devenu un automatisme après. Plus grave. Ah oui. Vous pourriez aller dans son bistrot Mais et tout boire à de fait. l'eau? Non, mais je oui, pourrais, Comment je pourrais tout à fait. Enfin, je pourrais aller dans son bistrot, je pourrais manger avec des amis autour de moi qui boiraient du vin, ça ne me gênerait pas du tout. Mais je ne goûterais pas l'alcool parce que ça me rendrait malade et que, bon, moi, je ne bois plus, je suis très content de plus picoler. Vous êtes obligé de le servir avec de l'eau. Daniel Guichard vient chez vous, vous lui servez à manger. La personne qui va venir, qui va boire de l'eau chez moi, je comprends Oui. très bien. Si elle m'explique pourquoi ou tout, j'essaye de lui montrer un parcours. Oui, mais elle n'a pas à vous expliquer. Mais non, on pourquoi. n'est Ce pas. que je veux dire, c'est que... Ah oui, mais il alors faut- s'il vient chez moi, alors c'est... Mais non, mais... Mais vous buvez. Attendez, je voudrais vous poser une question personnelle, Philippe Battel d'ailleurs. Tout le monde a répondu. Vous aussi, hein, vous avez dit à 6 ans. Mais vous buvez un peu quand même, du Très vin? peu. Très peu. Très peu. Mais un peu quand même en mangeant ou pas? Très peu, parce que c'est anecdotique, mais je fais partie des 4% de la population française qui ont une enzyme du foie qui métabolise mal l'alcool. Arrêtez. Il y a 20%. Arrêtez. Si, il y a 20%. Après 10 ans de psychanalyse, je suis allé quand même me faire doser l'enzyme parce que j'y croyais pas. À chaque fois que je buvais un peu trop d'alcool, j'avais le flush syndrome et j'étais malade. Donc je bois très peu. Mais ce que je veux dire sur les abstinents, eh bien, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui fait ce choix drôlement difficile d'arrêter de boire de l'alcool. Parce que nos patients nous le disent, c'est un parcours du combattant épouvantable d'avoir à refuser. Et on leur apprend dans des thérapies très ciblées comment refuser un verre et comment essayer de... Quand on a probablement l'aplomb de Daniel Guichard, c'est possible, mais probablement, il pourrait nous le dire tout seul, c'est pas arrivé tout seul. C'était pas facile parce que un jour, bon, on avait l'habitude de me voir consommer champagne en quantité, je buvais que ça. Et un jour, je dis, ben, je bois plus. Qu'est-ce que t'es malade? Je suis pas malade, je bois plus. C'était aussi bête que ça. Et ça durait des semaines. C'est-à-dire que j'étais pas là pour expliquer que j'en avais marre, que je buvais plus, que je fumais plus, que ça allait très bien. Et je me sentais parfaitement bien. Qu'est-ce que t'es malade? Il s'est passé quelque chose? Non. Et ça, pour tout En passant, tout ce qui est, t'étais plus drôle avant. Ah non, j'étais j'étais beaucoup plus marrant après, mais en fait, non, on en reparlera après. Je voudrais demander auprès des jeunes, on rencontre exactement le même problème auprès des jeunes. Quand on leur explique qu'ils peuvent être un peu la star de la soirée si c'est celui qui conduit et qui ne boit pas, ils ont du mal à comprendre parce que non, je vais être le nul de service si je bois pas. Comment je peux dire ça aux copains? C'est un vrai problème en France aujourd'hui. Daniel Guichard, alors, vous, tout le monde vous connaît pour vos chansons, vos coups de gueule aussi assez légendaires. De temps en temps. Donc, vous le disiez tout à l'heure, depuis 17 ans, vous ne buvez... Un peu moins, mais presque. Un peu moins Ouais. Combien? Mais j'ai arrêté, ça va faire plus de 16 ans et un peu moins de 17. C'est J'ai toujours arrêté. très précis, hein, parce qu'on s'en souvient du moment où on arrête de boire. C'était au début de l'été, bon, point. Mais parce qu'en fait, je buvais beaucoup trop de champagne, je fumais beaucoup trop de cigarettes, j'étais entre 3 paquets et demi et 4 paquets de gitane par jour. Le champagne, c'était à la caisse tous les 3 jours quand même, parce que ça descendait bien. J'étais passé de pas de Alors, boisson. Voilà, c'est ce que j'aimerais comprendre, hein, puisqu'on s'est dit tout Alors, à je vais l'heure. tout vous dire. Non, voilà, Je vais tout vous dire. non mais je sais que vous allez tout dire. C'est pour ça que vous êtes là. C'est comment justement on glisse C'est un piège. progressivement dans C'est un l'alcoolisme. piège. Pendant les années 70, quand ça explosait au niveau des chansons, je faisais entre 180 et 195 spectacles par an. J'étais à côté de mes pompes et ma boisson est passée de
quelques bières, mais vraiment très peu. Je buvais pas du tout, de quelques bières à une bouteille et demie de whisky Coca par jour, et ce pendant 4 ans, sans être véritablement déchiré. Mais est-ce que dans cette période de 4 ans, vous étiez sous parfois? Vous étiez toujours, il y avait des moments toujours où j'étais limite? Non, j'étais plus que limite, mais j'étais agressif. C'est-à-dire qu'il y avait une violence réelle, une agressivité réelle, mais il y avait un dynamisme permanent, parce que si vous regardez bien, 195 galas, plus les radios, les télés, les enregistrements, j'étais quasiment jamais chez moi. Et probablement que je suis passé du stade de ma nature à une vie qui n'était pas celle que j'aimais. Et est-ce que ce n'était pas aussi pour affronter la scène, pour tenir... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pas du tout pour des questions d'inhibition, des choses comme ça. Non, ça n'avait rien à voir avec le trac, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était simplement une espèce de mal-être, une espèce de frustration. Je pense que les gens qui boivent, du jour au lendemain, on passe du stade du bonheur à quelque chose qui ressemble pas au malheur, mais c'est une espèce de chose bâtarde qui correspond pas à ce qu'on veut. Et le whisky Coca se trouvait dans ma voiture, à mon bureau, dans la loge, il y en avait partout. Est-ce que les gens s'en apercevaient autour de vous? Je veux dire que quelque part, on l'entretenait un peu, parce que quand je me suis arrêté, on m'a quand même dit, comme tu disais tout à l'heure, c'était mieux avant. Hein. C'est pas vrai. Ah oui, parce que je supportais plus les cons, donc à partir de là, c'est vrai que... mais c'est vrai que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez arrêté? Non, mais des fois, ça explosait. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de quelqu'un qui est vraiment malhonnête, qui est vraiment puant, qui dit que des conneries, bon, il y a deux solutions. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre métier? Mais c'est pas terrible. Des millions de gens vivent ça tous les jours. Des millions de gens vivent ça tous les jours. Donc, vous prenez un verre, une cigarette et basta, et puis ça passe. Mais le jour où vous buvez plus et que vous fumez plus, ou vous emplâtrez, ou vous partez. Vous avez arrêté du jour au lendemain seul? Les deux fois, oui. Tout seul, oui, sans faire de cure? Non, j'ai dérouillé un peu, mais la deuxième fois, c'était plus efficace que la première. Et ça durait pendant 3 ans et demi, sans que je fume, sans que je boive, et j'étais parfaitement content. En continuant à travailler? Ah oui, toujours. D'accord. Et on avait effectivement les questions, qu'est-ce que t'es malade? Non, j'ai plus envie, j'ai résolu une partie de mes problèmes, donc les raisons qui faisaient que je buvais ou que je fumais en excès, on les a mis de côté. Et puis, une autre fois, au lieu de mettre un pain, je me suis dit, bon, allez, ça va, j'allume une cigarette, et puis bon, ça va. Puis le lendemain, une cigarette, et puis le jour d'après, un paquet, et puis un petit peu de champagne, et d'un petit peu de champagne, c'est arrivé à beaucoup de champagne. C'est-à-dire combien? Quand j'ai arrêté, je devais être entre 4 et 5 bouteilles de champagne par jour. Mais je buvais pas d'eau, hein. Attention, je mélangeais pas les liquides. Donc pas d'eau, pas de vin, pas de whisky, rien, mais que du champagne. Non, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse entre Paris et Pékin, et je lui ai vidé la réserve, c'était hôtesse de l'air, donc je lui ai vidé la réserve de champagne à bord. Dans l'avion? Oui, entre Karachi et Pékin. Oui. Mais c'est vrai que le premier verre, que ce soit de vin ou de champagne, même si on le prend très tôt, il y a plein d'angoisses qui s'en vont, il y a plein de frustrations, il y a plein de désagréments. Le deuxième aussi, et quel est celui qu'il ne faut pas boire? Est-ce que c'est celui d'après? Des jours, comme tu disais, il y a des jours où le verre d'après, il passe bien, puis il y a des jours où ça ne passera pas. Alors on est un peu à côté de des pompes, et puis on déambule. J'ai pas eu trop de... Avec 4 ou 5 quand même bouteilles par jour, Daniel, c'est pas beaucoup? Non. Vous nous direz peut-être, oui, pour vous, Alain, c'est peut-être pas beaucoup. Si vous commencez à 8h du matin, vous prenez votre café, et quand vous buvez du champagne, mais vous êtes dans toute la journée. Ouais, vous êtes dans quel état? Chaud, mais non, mais vous êtes chaud. Alors tout le temps. Peu de gens peuvent dire qu'ils m'ont vu avec une vraie casquette et fracassé, mais l'état permanent était... toujours chaud, toujours excité. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous êtes arrêté en dehors du malaise, donc de ce plaisir qui était devenu un mal-être pour vous, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, je suis alcoolique? Est-ce que c'est un mot que vous avez posé sur vous ou pas? Oui. Presque tout de suite, je savais que... Mais il y a une chose qu'il faut quand même comprendre. Bon, vous n'êtes pas dans cette configuration d'avoir vécu, vous non plus à cause de l'enzyme, mais il y a une réalité, c'est que... Ça va lui rester, hein, ça. Il y a une réalité, c'est qu'on emploie toujours des mots qui ne correspondent pas toujours. Le terme d'alcoolisme, c'est une tare, alors que si vous dites dépendance, déjà, c'est déjà plus doux. Mais le terme d'alcoolo, il nous fait marrer quand on picole. Hein. Je peux vous dire, on est alcoolo, on est déchiré, on est explosé, on a toute une succession de verbes, de mots qui expliquent qu'on se met minable, qu'on se met la tête à l'envers, qu'on est déchiré, qu'on est explosé, fracassé, qu'on est alcoolo. Mais le terme d'alcoolique est un terme qui est vraiment, je le répète, une tare. Il va falloir chercher un autre mot. Philippe Battel. C'est vrai que ce caractère de stigmatisation des mots, et vous avez 10 000 fois raison,
il nous dessert, il dessert les gens qui sont en difficulté. Parce que finalement, ils attendent toujours d'avoir le label d'alcoolique. Et à partir de quand on est alcoolique, docteur? La question, elle n'est pas là. C'est à partir de quand on est dans une situation de danger, dans un premier temps, et à partir de quand on est devenu dépendant. C'est-à-dire qu'on a perdu le contrôle de sa consommation. Et au fond de soi-même, on le sait bien qu'on a perdu ça. Il n'y aurait pas eu votre épouse, la rencontre avec votre épouse, est-ce que vous auriez arrêté? Est-ce que c'est lié ça à a facilité, Christine, oui, je pense que ça a facilité parce que j'expliquais tout à l'heure que lorsque les choses vont pas, lorsque les choses dans la vie vont pas, pour le travail, pour les gens qui manipulent, pour les problèmes d'argent, pour les problèmes de toutes sortes, on en prend plein la tête. Et lorsque vous avez un être à côté de vous qui fait un peu la compensation, qui donne une forme de respiration, il n'y a pas de raison de continuer de s'éclater la tête ou de trouver des substitutions. Mais comment vous en êtes sorti sans cure? C'est-à-dire comment justement, c'est important que vous témoigniez, parce qu'en général, les gens pensent, et j'imagine que vous ne direz pas le contraire, qu'il faut voir un psychiatre, un médecin, passer par les cures. Mais le seul problème, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que quand vous avez votre corps qui a l'habitude de boire une quantité d'alcool, d'ingérer une dose de nicotine, vous lui dites, aujourd'hui c'est fini, il n'est pas content. Enfin, si c'est beaucoup de boissons, beaucoup de cigarettes, il est content pendant 3 jours, l'organisme. Il est content. Il y a des réactions physique, mais bon, au bout de 4 jours, 5 jours, c'est pas terrible. Donc j'avais prévu le coup, j'ai pris mon corps en traite, quoi. J'avais les jus de fruits, les légumes crus, les pommes, les machins, et j'ai surtout choisi une saison où je pouvais sortir. C'est-à-dire parce que l'oppression est tellement violente, puis c'est vrai qu'il faut essayer de fréquenter le moins de gens possible pendant ce laps de temps, parce qu'on a tendance à piquer des... Ça a duré combien de temps, Daniel ? J'ai dérouillé pendant 4 jours, quoi. 3-4 jours. Mais c'est pareil que la... C'est pareil que la... Non, mais après, il faut... Oui, c'est 4-5 jours, il ne faut pas rêver. On dit toujours que c'est difficile d'arrêter de oui, boire. C'est pas d'arrêter de boire qui est difficile, c'est de continuer à ne pas boire. Sinon, le sevrage lui-même, c'est 4-5 jours, physiquement. C'est pareil que la drogue. Je crois que le stade physiologique, c'est savoir qu'il y a 3-4 jours pénibles. Parce qu'on a changé radicalement et que l'alcool pris comme tel ou le tabac, c'est pareil que les stupéfiants, c'est pareil que les drogues dures, ce sont des drogues dures. Quand on l'utilise comme je l'utilisais, c'est-à-dire un anxiolytique, comme des gens se prennent des cachets à forte dose, ou toutes sortes de produits. Et là, le corps réagit pas bien. Mais on le sait. Ne plus avoir de champagne, ne plus avoir de cigarettes, vous ne pouvez pas savoir ce que mon cerveau était heureux. Mais il y avait que lui qui était heureux. Hein, parce que le bide, il n'était pas content du tout. Mais c'est pas grave, c'était passé. Mais c'est comme il l'a dit, c'est après. Et à partir de combien de temps vous êtes vraiment senti bien physiquement, c'est-à-dire, oui. Presque tout de suite, et j'avais un truc, j'avais aucune confiance en moi, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de problème. Chez moi, il y a toujours eu de l'alcool, il y a toujours eu du vin, il y avait des cigarettes, j'avais toujours des paquets de gitanes. Mon épouse m'avait écrit un petit mot gentil d'amour à l'intérieur, et j'avais mon paquet de gitanes qui était bloqué avec les cigarettes dedans, de façon à ce que si j'ai envie, ça ne devienne pas obsessionnel. Même aujourd'hui, pour faire le malin, je ne prendrai pas une cigarette ou je ne prendrai pas un verre d'alcool. Jamais. Et qu'est-ce que vous faites alors pour vous donner confiance? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Philippe Battel, alors comment vous réagissez, vous, au témoignage de Daniel Guichard, qui doit vous rappeler, j'imagine, des tas de personnes que vous suivez, y compris dans le show business, cette difficulté à s'arrêter, vivre quand même Absolument. Moi, je suis très touché par son témoignage, d'abord parce que je trouve que c'est courageux. Je suis sûr que ça va l'agacer si on dit ça comme ça, mais c'est très courageux de le faire. C'est doublement courageux, parce que d'abord, quand on est dans cette difficulté avec l'alcool, il y a ce poids et cette chape de plomb du tabou qui est sur vos épaules, et c'est drôlement difficile de s'en défaire. Et deuxièmement, d'être déjà dans une situation de représentation, avec le regard des autres en permanence, et un regard qui est celui de l'adulation, qui est celui pas toujours contrôlé, d'avoir fait ce travail de recul, c'est drôlement difficile. Et on sait que les artistes sont beaucoup exposés aux problèmes de toxiques et d'alcool. Et des exemples, il y en a beaucoup. Vous en connaissez beaucoup vous-même. Et pour revenir à ce que disait Jacques tout à l'heure, le vin, l'alcool, je ne peux plus boire du tout d'alcool, parce que ça me rend malade, c'est psychosomatique. Même dans un sirop contre la toux, s'il y a de l'alcool, je vais avoir une nausée. Mais par contre, je me suis remarié avec ma femme le 14 février, la Saint-Valentin, parce que comme on s'était mariés, qu'on avait trouvé ça chouette, on s'est dit qu'on va le refaire 11 ans après, quoi. Et puis, vous êtes réépousés. Oui, on a refait la fête, et j'ai choisi les vins, et je les ai goûtés, les vins, mais je les ai pas bu. C'est drôlement courageux, parce que vous n'avez pas eu peur à ce moment-là d'être retenté. Non, il faut savoir une chose, je ne sais pas faire les choses à moitié.
C'est où je fais pas. Tu disais tout à l'heure, avec modération, je ne sais pas ce que c'est que la modération. Donc, à partir du moment où j'ai admis que je ne sais pas ce que c'est que de fumer une cigarette ou un cigare, je ne sais pas ce que c'est que de boire un verre, ça viendra peut-être avec le temps, mais je sais que je ne peux pas. Alors, je ne fais pas, c'est tout. Ça s'arrête là. Bah, c'est formidable ce que vous Non, racontez. mais parce que je pense qu'un jour viendra qu'une grande partie des problèmes de l'existence sera stabilisée, que je serai parfaitement heureux et que je serai arrière-papy et que j'aurai relativisé plein de choses et que j'éprouverai du plaisir à boire du vin sans me mettre la tête à l'envers. Mais pour l'instant, j'ai pas confiance. Donc, Alors, c'est ce que je vais très bien. Justement, c'est ce que vous dites que vous pensez. Hein, vous, dans le futur, vous espérez boire Non, j'espère pas. modérément. Je le ferai. Oui, vous le ferez. Alors, Non, mais sûrement que je me prendrai un jour une grande muflée, quand je sais pas, mais parce que j'aurai la certitude que ça sera une fête d'un jour et que ça sera pas répétitif et que le lendemain matin, je serai pas avec une bouteille de chambre, de whisky ou de vin. C'est une sacrée, ça veut dire que vous avez d'abord, confiance énormément en vous, c'est une... Non, c'est parce que j'ai pas confiance que j'y touche pas et que je sais, mais je sais que je le ferai. Oui, d'accord, c'est vachement compliqué comme... Mais je suis compliqué. Comme raisonnement. Mais quand même, vous vous dites que vous avez une sacrée maîtrise pour dire, même si je me prends une cuite à un moment donné, je pourrais recommencer à boire. Plus tard. D'accord. Je voudrais juste, en quelques mots, parce qu'on va y revenir un peu après, Philippe Battel, savoir, on peut raisonner, enfin j'imagine que oui, il en est la preuve, mais comme Daniel Guichard, parce que je croyais, pour la plupart des gens, quand on a vraiment été dépendant, donc on va dire de l'alcool, alcoolique, il ne fallait plus jamais boire une seule goutte d'alcool. C'est ce que l'on dit, là. Mais c'est passionnant parce que vous dites plus jamais et lui, il n'a pas envie de le dire. Non, moi je ne dis rien, je dis que les gens pensent que... Non, mais on pose la question de est-ce que l'abstention, la non-consommation, c'est plus jamais, est-ce que c'est définitif ou pas? Et il dit parfaitement les choses. C'est que dire plus jamais, eh bien c'est très difficile. Et que finalement la technique qu'il prend, c'est pas aujourd'hui. Probablement pas demain, ni après-demain, mais pour dans 10 ans, on verra. Parce que ça lui permet probablement dans sa tête de se dire, eh bien, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du définitif, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, dans ma vie, ce produit, probablement, parce que j'ai eu l'expérience que j'ai eue, c'est pas possible et c'est pas jouable. Vous avez eu Daniel, vous avez eu envie d'écrire une chanson sur le vin, l'alcool? Non, parce que j'ai pas envie de rire avec ça. Mais je sais que l'alcool, c'est tellement vicieux que pour l'instant, j'ai pas envie. Peut-être un jour viendra, mais pas pour l'instant. Merci à vous tous d'avoir apporté tous ces témoignages avec beaucoup de courage. Il vous en a fallu, même si vous estimez que c'était, je vois, vous tous, parfaitement normal. Je crois que c'était une expérience de la vie. Il y a eu des bons côtés dans la boisson, il y a eu de très mauvais côtés dans la boisson. Si ça peut éviter à d'autres de faire les mêmes conneries, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de courage à en parler. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.